Chers amis, merci de votre ponctualité. Faites pas ce que je fais, mais ce que je dis. Oui, c'est ça, excusez-moi. J'enchaîne les 3 tables rondes d'affilée. Et je suis avec des personnes que je connais, des personnes que je connais pas. Ils ont le point commun, par contre, d'une légitimité sur le sujet et de la complémentarité sur cette question des usages et des comportements autour de l'énergie. J'en suis très heureux parce que ça va nous permettre de parler non seulement de toute la filière, tout ce qui est en amont, la production, etc., mais surtout aussi qu'est-ce que ça veut dire pour les consommateurs, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour le collectif, dans le sens où il y a des comportements collectifs aussi adoptés. Peut-être parler un peu de sobriété, peut-être d'efficacité énergétique. Je suis avec Marie Rousselot, manager efficacité énergétique et demande à Enerdata. Gilles Vermeau-Desroches, directeur du développement durable, Schneider Electric. Non, c'est pas ça. C'est ça. Enfin, tu as aussi d'autres responsabilités. Pardon, je t'ai tutoyé, excuse-moi, on se connaît depuis trop longtemps alors que normalement je vous vois tout le monde. Mais ça ne te gêne pas? Non, tant mieux. Hugo Fernandez, directeur général Ibérie et France à Longy. Et Hugo, don't worry, if you need to translate, I will do so. Et Thierry Arnaud, responsable R&D à, c'est Fronius, non? F-R-O-N. Fronius, ouais. Oui, parce qu'il manque le R là, donc je me permets. Merci à vous tous. Vous avez peut-être déjà été accueillis par la salle, mais en tout cas, je suis très heureux de commencer cette table ronde de manière très simple. Je vais vous demander aussi, même si vous n'êtes pas là dans une démarche commerciale, je vous en remercie, là on est sûr de ça, mais quand même de parler un petit peu de votre entreprise, votre organisation sur les solutions que vous préconisez, et donc que nous soyons tous à l'aise avec ça. Moi je vais commencer, galanterie oblige, avec Marie Rousselot. À Enerdata, c'est quoi votre interprétation de comment améliorer les usages et les comportements dans un contexte de transition énergétique? Et nous sommes d'accord qu'au moins un point commun de cette transition énergétique que vous avez tous, c'est une réduction de notre empreinte carbone et puis l'amélioration de la qualité de vie pour l'ensemble des usagers, quel que soit le territoire. Marie Rousselot, je vous en prie, une question très simple pour commencer la discussion. Oui, bonjour. D'abord, merci de me recevoir ici. Je suis très honorée et bien entourée. Je vais peut-être commencer par dire effectivement 2 mots sur Enerdata pour vous situer un petit peu les activités de l'entreprise. Enerdata, c'est une société de conseil qui a été fondée en 1991 à Grenoble par 2 chercheurs de l'université de Grenoble qui étaient des économistes et qui faisaient tourner des modèles de demande en énergie et de prévision, enfin justement, de scénarios de systèmes énergétiques. Pour cela, ils avaient besoin de données. Ils ont fondé Enerdata, donc la première base de données énergétique, et l'entreprise qui allait avec pour collecter de la donnée. Depuis, bien évidemment, l'entreprise s'est développée et il y a tout un tas d'activités qui se sont greffées là-dessus, notamment la modélisation de la demande. Donc, moi, je suis responsable de l'unité efficacité énergétique et demande. Le suivi des politiques d'efficacité énergétique, entre autres. Et j'en passe, puisque voilà, on fait quand même pas mal de choses. Mais tout ça pour vous situer que peut-être je vais avoir un regard un peu plus macro et peut-être un peu moins techno que mes interlocuteurs ici, et aussi peut-être international. Marie Rousselot, je veux juste une vérification. Monsieur Fernandez, est-ce que vous avez besoin que je traduise ou est-ce que vous comprenez bien? S'il y a besoin, je vous dirai. Donc là pour l'instant, vous n'avez pas. Est-ce que je peux le faire en consécutif? Il n'y a aucun souci. Mais donc là, vous me dites que vous avez tout compris, tout nickel. Ouais. Super, merci. Excusez-moi, Madame Rousseau. Oui, mais sinon, vous me poussez du coude aussi, et je m'arrête. Alors, sur les solutions pour les usages et réduire les consommations d'énergie, peut-être qu'il faut rappeler tout d'abord des fondamentaux sur ce que sont les facteurs qui influencent la demande énergétique historiquement, puisqu'il y en a des nouveaux qui s'ajoutent récemment. Un premier facteur, c'est la disponibilité de la ressource, en l'occurrence ici l'énergie, qui se traduit directement par son prix sur le marché. Plus une ressource est rare, plus elle est chère. Un second facteur, c'est l'activité. Donc nous, ce qu'on entend par activité, c'est par exemple le nombre de mètres carrés de logements disponibles ou construits, les kilomètres parcourus par des voyageurs ou des marchandises, ou encore des volumes produits dans l'industrie. Il y a enfin tout ce qui est progrès technologique et mesures d'efficacité mises en place. Et puis le dernier volet de la sobriété qui touche au comportement individuel et collectif, et il ne faut pas l'oublier. Peut-être je vais rappeler les définitions, parce que c'est vrai que des fois il y a des confusions entre efficacité énergétique et sobriété.
Donc l'efficacité énergétique, ça consiste à consommer moins d'énergie pour un même service rendu. Si je prends l'exemple d'une chaudière dans votre logement, vous avez une maison, vous chauffez peut-être à 20 degrés, vous allez changer votre chaudière gaz contre un système dont le rendement est plus efficace, en l'occurrence autrefois une chaudière en condensation ou peut-être maintenant une pompe à chaleur. Vous ne changez pas la température de chauffage, mais au final, vous allez consommer moins d'énergie. La sobriété, c'est questionner ses besoins, le juste niveau de besoin et la façon d'y répondre au sein des limites planétaires. Et vous avez raison de souligner qu'il faut aussi regarder l'empreinte de tout ça. Un exemple pour la sobriété, c'est que vous vous dites que peut-être vous êtes prêt à enfiler un pull et au lieu de chauffer à 20 degrés, on peut descendre à 19, 17 pour les plus courageux degrés. Donc jusqu'à présent, le principal levier pour réduire les consommations d'énergie a été le levier de l'efficacité énergétique. Et au niveau français, européen et même international, il y a tout un panel de mesures et politiques disponibles. On est très bien outillés pour faire ça. Je ne vais pas les lister toutes, mais je vais vous lister peut-être trois grands types de mesures. Des mesures de type information obligatoire, par exemple les DPE sur les logements ou les étiquettes énergie sur les appareils électroménagers. Des règles et des normes. Si on prend en France la réglementation RE 2020 qui impose des normes de construction pour les bâtiments et des normes de rénovation dans l'ancien. Et puis des incitations financières type bonus-malus, par exemple, ou encore des des incitations fiscales avec des prêts à taux zéro, etc. J'en passe. Donc on est bien outillé sur le volet de l'efficacité énergétique. Il y a néanmoins quelques freins, mais je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et par contre, sur le levier de la sobriété, donc c'est un levier, c'est un terme qui n'est pas vraiment nouveau, puisqu'on en parlait déjà chez les Grecs à l'Antiquité, mais qui est revenu sur le devant de la scène très récemment lors de l'hiver 2022-2023, puisque dans cette situation de tension énergétique, il a fallu faire des économies d'énergie assez rapides. Et les messages portés par les pouvoirs publics et les efforts individuels ont permis de réduire sur l'espace d'un hiver de 12% les consommations d'électricité et de gaz, ce qui est quand même assez phénoménal et que personne n'avait vu venir. Sur la sobriété, j'y reviendrai peut-être aussi tout à l'heure pour ne pas prendre trop la parole, mais c'est très gentil, je vous en prie. On distingue la sobriété individuelle des efforts collectifs, à savoir sur... on a peut-être, à mon sens, un petit peu tendance à surresponsabiliser les individus en leur demandant de faire une sobriété d'usage, par exemple prendre moins souvent des douches, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, allons-y, quoi, ou faire moins de lessive, ou d'utiliser un juste dimensionnement des équipements. Par exemple, les voitures, on n'a peut-être pas besoin d'un SUV pour faire 3 km en voiture. Voilà. Ne vous inquiétez pas sur les exemples un petit peu qui peut intuitivement être farfelus. Barack Obama, il a parlé pendant 15 minutes hier de réfrigérateur. Voilà, c'est une... on en reparlera. Si j'avais pu interagir, je l'aurais fait. Et il y a des sobriétés plus coopératives qui questionnent en fait notre organisation collective et on évoque notamment ici des notions d'économie du partage telles que l'habitat collectif ou le partage de véhicules. Donc sur ces derniers plans, et après je passe la parole, on a beaucoup moins de politique. Le panel de politique disponible est moins fourni. Je peux donner quelques exemples sur la sobriété coopérative, notamment le fait d'avoir des voies dédiées pour les bus ou pour le covoiturage, développer des pistes cyclables. Sur la sobriété qui touche à l'individu, on sent que le politique est beaucoup plus frileux puisqu'on vient toucher là à des notions peut-être de liberté individuelle. Ce qui m'est venu là en cherchant un petit peu, c'est la taxe foncière, qui est typiquement une mesure de sobriété sur l'individu. On pourrait aussi imaginer la réduction de vitesse sur l'autoroute, mesure qui avait été proposée par la Convention citoyenne sur le climat et qui n'a pas été retenue. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Et fait par certains élus locaux, je crois même. En plus, oui. En tout cas, il y a une question d'acceptabilité aussi que j'imagine sur laquelle vous avez plein de choses à dire. J'y reviendrai ainsi. Gilles Vermaux-Desroches, moi je vous
connais depuis un certain temps. Je suis admiratif de ce que vous faites à la fois au sein de l'entreprise, dans le groupement d'entreprises, le Global Compact par exemple, et aussi d'ailleurs l'éducation et la mobilisation de la jeunesse sur les questions écologiques au sens large. Vous interprétez comment à la fois les enjeux mais aussi les solutions pour des usages de l'énergie, voire de l'électricité, je crois que... Yes. Ouais. Merci beaucoup. Alors, il y a un point essentiel dans le titre de la conférence qu'on est aujourd'hui, nous rentrons dans la danse. Si vous faites un travail historique sur l'ensemble des conférences sur l'énergie, c'est assez récent qu'il soit question d'usage et de comportement et qu'on ne parle pas seulement de comment on fait l'offre. Donc un sujet assez intéressant qui nous amène et qui nous projette dans le 21e siècle. Il a fallu attendre la fin du premier quart pour pouvoir rentrer dans cette question-là. Un préalable, 3 questions. Le préalable, aujourd'hui, je suis directeur de la citoyenneté de Schneider Electric. Et c'est cohérent avec ce titre. Parce que derrière le mot développement durable, il a beaucoup bougé depuis 87 et surtout dans les 25 dernières années dans lesquelles il a été profondément utilisé. Mais aujourd'hui, il est strictement enfermé dans la question du chemin vers le net zéro émission. Si vous interrogez une institution, une entreprise, un individu, une ville sur qu'est-ce qu'elle fait dans le développement durable, sa seule réponse est qu'est-ce qu'elle fait pour être neutre en carbone en 2050. C'est un sujet essentiel, c'est l'affaire du siècle, mais il ne faut pas oublier que la question humaine est centrale dans la démarche. Humaine pour chacun d'entre nous, humaine aussi sur la justice de la transition. Vous repérez d'ailleurs qu'à chaque fois qu'une transition n'est pas juste, on recule un peu. C'était le cas des Gilets jaunes et des décisions qui ont été prises après. C'est probablement le cas de ce qui se fait avec l'agriculture. Quand tout à coup on fait des décisions pour aller plus vite devant et qu'elle n'est pas juste, on recule. Et donc il y a une vraie question sur le sujet dans lequel il faut prendre probablement plus en compte l'humain, même si je suis dans une entreprise d'ingénieurs et qui vend des solutions techniques. Alors justement, 4 questions. Vous avez tous un stylo et un papier. Si vous aviez à dessiner une ville, une maison en 2050, je suis sûr qu'elle serait intégralement électrique et vous ne vous poseriez plus de questions pour savoir s'il y a d'autres fluides énergétiques à l'intérieur de la maison. C'est intéressant parce que le titre du sujet, c'est qu'est-ce que nous faisons de l'énergie, et on sait bien intuitivement que l'énergie de demain, c'est l'électricité. Ça veut dire que globalement, collectivement et individuellement, il ne faut plus investir dans les autres énergies. Il faut mettre tout l'investissement au passage direct à l'électricité. Quand vous créez une nouvelle ville et que vous investissez pour un réseau de gaz, eh ben forcément vous poussez pour que le gaz soit utilisé plus longtemps que si vous ne mettez pas ce réseau. Parce que vous avez investi pour ce réseau de gaz, il va falloir le rembourser, il va falloir le rentabiliser. Je pense que dès maintenant, il faut avoir dans la tête que le 21e siècle, y compris pour être plus confortable, plus digital, et moins émetteur, doit être électrique, même si on doit en passer un moment ou un autre avec une production électrique qui n'est pas au tip-top. Premier point. Deuxième point, quand vous faites le même dessin pour 2050, votre maison sera digitale. Vous saurez la piloter de près, de loin, à la fois pour améliorer le confort, la sécurité, un usage plus adapté, pièce par pièce, et là aussi, il faut qu'elle soit électrique. Et donc, dans la phrase « Qu'est-ce que nous faisons de l'énergie ? Usage et comportement ?» 1. On s'aperçoit qu'on rentre dans la danse, et 2, on s'aperçoit que la question, pour à la fois faire face à la question de l'énergie et des émissions de carbone, mais aussi du progrès, du confort, on rentre dans un monde électrique et digital. Deuxième question. Souvent, et ce sujet n'a pas beaucoup pénétré la question de l'énergie, on s'interroge sur l'économie circulaire, qui est l'économie du 21e siècle. Quelle est l'économie circulaire quand on parle de l'énergie ? Qu'est-ce qu'il y a à faire entre ce monde de l'énergie et le monde de l'économie circulaire ? Mon sentiment est qu'il y a 2 facteurs nouveaux qu'il nous faut prendre en compte. Le premier, que probablement quand on parle d'économie circulaire dans l'énergie, on parle de génération locale et de produire au plus près de l'endroit où on consomme. On peut dire que l'économie linéaire de l'énergie du XXe siècle, celle dans laquelle on a dans la tête qu'il faut toujours produire une disponibilité plus importante que le besoin pour qu'à chaque fois qu'il y a un besoin, on puisse y répondre. On a des grands lieux de production, quel que soit le type de production. On va transférer l'énergie. D'ailleurs, dans ce transfert, on en perd en général le tiers et parfois un peu plus. Et puis, consommera
quand je le voudrai, celui qui le voudra et de la manière dont il voudra. L'économie circulaire dans l'énergie, c'est nous rendre plus intelligents pour faire dialoguer l'offre et la demande. Et dans cette intelligence, probablement de réduire de 30 à 50% la consommation, auquel on rajoute les 30% de la distribution, c'est-à-dire apprendre à produire beaucoup moins, mais plus local, etc. On ne va pas le faire comme ça serait trop rapide, mais juste en France, il y a 3000 km² de toits d'habitation. Si la moitié de ces toits d'habitation, on a une conférence ici très solaire, si la moitié de ces toits d'habitation étaient recouverts de panneaux solaires, on aurait assez de panneaux pour faire toute l'électricité française. C'est dire qu'il n'est pas toujours question d'utilisation d'espace, etc. Il y a un monde de demain qui va être différent de celui d'hier. Je rappelle que dans quelques pays, comme l'Espagne, quand on construit une nouvelle maison, on est obligé de mettre des panneaux photovoltaïques dessus. C'était ma deuxième question. Ma troisième question, et je vais m'arrêter là, c'est quoi la grande différence entre le XXe siècle et le XXIe siècle ? Eh ben, c'est justement la question de la sobriété. Et la sobriété, on la prend par les sujets qui nous sont familiers et faciles. On met un pull, on prend moins de douche, on a des installations, etc. Mais la sobriété, c'est bien plus que ça. Je rappelle que 1 mètre carré scolaire est utilisé moins du quart de temps de l'année. Une voiture est utilisée 6% de son temps pour 1,2 personnes en France. 6% de son temps pour 1,2 personnes en France. Un bâtiment tertiaire aujourd'hui, et singulièrement avec le télétravail et après le Covid, et en gros, en général, utiliser moins de 30% pendant les temps de bureau, et évidemment, vous le divisez encore par 3 parce qu'il y a tous les autres temps qui ne sont pas utilisés. L'économie du 21e siècle pour être sobre, c'est évidemment mon comportement à moi, le vôtre, pour faire ce qu'il faut comme il faut et pas de gâchis, mais c'est aussi une immense économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire avoir des voitures, pour être drastique, dans lesquelles toutes les voitures appartiennent à tout le monde, on l'utilise quand on le veut, comme elles appartiennent à tout le monde, il y en aura beaucoup moins et il y en aura partout, et elles seront tout le temps utilisées, et on programmera un peu notre vie. Alors je vais vous dire, c'est beaucoup plus chiant que pas la programmer, quoi. Mais probablement que pour nos enfants, c'est tellement mieux que 5 degrés de plus. Merci d'ailleurs de terminer sur... vous parlez des générations actuelles dans ces comportements, mais aussi des générations futures. Et parce que ça rappelle aussi un objectif global de notre présence ici. Thierry Arnaud, recherche et développement à Fronus. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer aussi l'interprétation que vous avez de cette question des usages et des comportements énergétiques, et puis ensuite parler de l'accélération des solutions que nous devons généraliser. Merci d'être avec nous. Ok, merci. Oui, peut-être 2 mots sur Fronus, qui n'est pas très connu en France. Hein. Fronus, c'est une société autrichienne qui date de juste la sortie de la Seconde Guerre mondiale et qui s'est positionnée sur le photovoltaïque au début des années 90 en devenant un des leaders européens des onduleurs photovoltaïques, donc de la conversion d'énergie. Il y a quelques années de ça, on a fait exactement le même constat que Schneider. On s'est dit, la maison de demain, elle sera électrique. La maison de demain, elle sera électrique, elle sera équipée en panneaux solaires, et la personne qui sera dans cette maison, elle va vouloir optimiser sa facture énergétique, son utilisation d'énergie pour, au final, baisser son empreinte carbone. Et donc, on est parti de 5 constats. Qu'est-ce qui affecte la consommation d'électricité ? Premier constat, et on le voit surtout depuis 2 ans, c'est la forte augmentation des prix de l'électricité, forte augmentation et forte volatilité des prix de l'électricité. Ça se traduit par quoi ? La semaine dernière, je crois, il y a eu une publication d'un sondage d'OpinionWay pour Qualito-Ener qui a montré que un ménage moyen en France passe 20% de son budget en consommation d'énergie, que ce soit pour se déplacer, mais aussi pour chauffer son logement, sa consommation de choses et autres. Et ça pour un ménage à faible revenu, ça peut monter jusqu'à 28-30%. Donc ce que va chercher à faire, premier constat, qui va jouer sur la consommation, c'est comment est-ce que je peux baisser ma facture énergétique. Deuxième constat, qu'on a tous ici, spécialement dans cette conférence, c'est une prise en compte de l'urgence climatique.
Et donc, on va chercher que la plupart des gens qui vont s'équiper en photovoltaïque vont chercher à s'équiper pour baisser leur empreinte carbone. Ça, aujourd'hui, on constate qu'il y a, en plus de la production de photovoltaïque, il arrive 2 technologies clés sur le marché. La première, c'est l'arrivée des véhicules électriques pour la partie transport. Et la deuxième, c'est l'arrivée des pompes à chaleur. Alors, suivant les pays, il y a plus ou moins de pénétration. Historiquement, la France est un pays à forte pénétration de pompes à chaleur. Mais si vous regardez l'Allemagne, la Suisse ou l'Autriche, c'est plutôt des pays, et on l'a vu après avec la crise sur l'Ukraine, c'est plutôt des pays qui étaient sur du gaz et qui sont en train de virer sur de la pompe à chaleur. Donc, diminution de l'empreinte carbone, c'est je produis mon énergie, mais je suis capable aussi d'utiliser cette énergie électrique pour la consommer efficacement dans mon domicile. Le troisième aspect, qui est important au niveau de l'utilisation, c'est qu'on a vu ces dernières années une très forte baisse des coûts d'équipement en photovoltaïque, qui fait que les gens qui s'occupent en photovoltaïque vont chercher, à partir des augmentations de prix d'électricité notamment, à optimiser l'utilisation de cette énergie. C'est pour ça que dans les produits, dans notre évolution stratégique de produits, on s'est plutôt orienté plus uniquement dans la conversion d'énergie solaire en énergie électrique, mais élargir tout ça à comment optimiser l'utilisation de cette énergie électrique produite localement, à travers des outils qui vont faire que l'utilisateur final, en fonction de son profil, de ce qu'il veut faire, quelle priorité il met, est-ce qu'il met une priorité sur avoir 1 degré de plus chez lui ou une priorité sur la recharge de son véhicule, va vouloir optimiser l'utilisation de l'énergie qu'il a produite en fonction de ce qu'il veut faire de cette énergie. Quatrième constat qu'on a fait par rapport à tout ça, c'est la digitalisation de l'énergie. Un des gros avantages de l'électricité, c'est que c'est une énergie qui est facilement digitalisable. Vous mettez un compteur électrique en tête d'une consommation ou en tête de votre domicile, une consommation qui peut être le véhicule électrique ou la pompe à chaleur, et vous pouvez facilement évaluer cette consommation et prendre des décisions. Ça a 2 impacts. Premier impact, c'est que l'utilisateur va pouvoir choisir ce qu'il veut en faire. Le deuxième impact, qui est très important et qu'on constate vraiment aujourd'hui, c'est que du moment que vous mesurez, l'utilisateur, il a une prise de conscience de ce qu'il consomme. Quand vous receviez d'EDF ou d'Enedis votre facture d'électricité, vous aviez un certain nombre de kilowattheures. Vous ne saviez pas pourquoi. Aujourd'hui, avec la digitalisation de l'énergie, vous savez si vos kilowattheures que vous avez consommés par rapport à ceux que vous avez produits proviennent de votre pompe à chaleur, de la recharge de votre véhicule électrique ou de votre chauffe-eau, de votre utilisation d'eau chaude. Donc la digitalisation, ça va avoir un fort impact sur la sobriété. C'est un point qui est extrêmement important et qui, à travers des algorithmes d'évaluation d'où est votre consommation, va permettre à l'utilisateur final d'essayer d'optimiser cette consommation en fonction de choix qu'il aura voulu faire. Le dernier point qu'on a constaté, alors ça on ne le voit pas trop en France, c'est sécuriser l'accès à l'énergie. En France, Barack Obama l'a dit hier, on a un réseau électrique qui est historiquement très fort, issu du nucléaire et autres. On a un réseau électrique qui est très robuste. Ça, c'est pas vrai partout. Vous prenez l'Australie, vous prenez les États-Unis, il l'a dit d'ailleurs hier soir, les États-Unis, c'est un réseau qui est extrêmement délocalisé. Vous avez plusieurs opérateurs par ville, d'où, quand vous avez des variations de réseau électrique, de forts risques de blackout. L'Australie, c'est un peu pareil. C'est un réseau qui est très, très étendu, avec beaucoup de production délocalisée. Pratiquement tous les Australiens, on dépasse les 90% d'équipements australiens en photovoltaïque. Et du moment que vous avez un réseau avec une production délocalisée, pendant les pics de production d'énergie, vous avez un affaiblissement de la robustesse du réseau. Et donc ce que vont chercher, le cinquième aspect que vont chercher les gens qui vont vouloir gérer leur consommation versus leur production, ça va être de s'affranchir de ces risques réseau. Donc il y a ce risque-là de robustesse du réseau, et maintenant on voit arriver un deuxième risque, qui est le risque de hacking. Aujourd'hui,
la première chose que vous demande un opérateur réseau, quand vous connectez vos onduleurs ou vos équipements sur ce réseau électrique, c'est comment est-ce que votre nœud de production est robuste par rapport au hacking. Donc le cinquième aspect, c'est comment est-ce que moi, en tant que consommateur, je veux être sûr de ma disponibilité d'électricité. Je vais l'avoir par rapport au fait que je suis capable de m'isoler de ce réseau en cas de problème. Dernier exemple aux États-Unis. Les États-Unis sont en train de mettre en place ce qu'ils appellent le storm mode, c'est-à-dire un consommateur qui a du photovoltaïque sur son toit veut qu'en cas d'annonce d'orage ou d'annonce de problèmes météo, il puisse facilement s'isoler du réseau et puis garantir que certains de ces équipements vont pouvoir continuer à fonctionner même si le réseau chute. Donc c'est ces 5 points clés qui aujourd'hui jouent à notre avis sur ce qui est consommation, mais couplage entre consommation et production. Merci Thierry Arnaud et merci Hugo Fernandez de votre patience pour finir ce tour de table sur ces premières... c'était pas du tout pour dire que vous avez pris trop de temps, hein, chers collègues, au contraire. C'est juste que je sais en plus qu'il y a aussi potentiellement barrière de la langue, donc vous voulez parler en anglais S'il vous plaît. Of course. Hugo Fernandez, then I ask you the same question. What kind of stakes, solutions with regards energy or behavior related to energy? Perfect. So you're speaking in English. Moi, je propose que, je le dis, je ferai de la traduction consécutive après, je noterai les mots-clés, ce qui veut dire que je respecte énormément, probablement pour tout le monde, la capacité de comprendre l'anglais, mais au cas où une personne timide qui parle moins anglais ne veut pas dire si, pour moi c'est nécessaire, je vais traduire pour tout le monde, mais que personne ne se sente offensé parce que pour vous, les personnes brillantes dans la salle qui parlent plusieurs langues, c'est pas évidemment une accusation de ne pas comprendre Monsieur Fernandez. Go ahead, please. I was just saying I'm going to do translation no matter what. Yes, perfect. Well, first of all, thank you very much for the invitation and apologies for the language barrier that we have here. I will share with you some thoughts on the main topic of today's roundtable, and I would like to do it from a different angle, since I think we have plenty of expertise. And I would like to introduce first the company where I come from and the role that it plays from a collective use of energy point of view. Yeah. So I work in a company called LONGi. It's a solar panel manufacturer. It is 24 years old, and we have been one of the largest PV manufacturers for many years. It's very interesting because everybody knows that photovoltaic energy is critical for the electrification of our life. But sometimes it's hard to understand the numbers behind. So I want to share with you a number that we typically offer. A PV manufacturing company like LONGi is using on average 0.4 kilowatts hour of energy to produce 1 watt in a module. And eventually this watt can produce almost 45 kilowatts hour in 30 years lifespan. So it means that the company is using 0.4 kilowatts hour and is producing a product that will generate 100 times green energy. So that's why we like to introduce LONGi and the sector, the manufacturing sector, as a true green energy amplifier. Yeah. And I think this is very important. But, and here's where it comes, the usage. We need to operate in a new framework, right? The key point that I think we all know is that the old economical models where growth means more consumption doesn't work anymore.
So we need to be able to produce more with lower demand of energy. This is the real challenge. And so I want to give you a bit of the perspectives of how a collective, like a private enterprise, is putting together some frameworks to minimize our demand of energy. And here is where I think companies play a very crucial role in this energy transition and the behaviors, because we all spend quite many hours of our lives working. We have a sense of belonging to our company, to our colleagues, and I think companies should be and can be the reference, the place where we really accelerate our individual behaviors when it comes to energy. I like something that Mr. Obama mentioned yesterday when he highlighted that better is good. Better is good when he was referring to how important it is to set goals and to drive the goals, regardless of the final outcome. I think this is one of the big challenges in the individual behavior. It's hard to measure and track our own usage of energy. My colleague mentioned how digitalization is going to help on this. We have much more data now. We can really track, but it is still hard at the individual level to set a target and to monitor the target day by day, right? You need a framework for that. And typically, our personal lives don't give too much room to build frameworks. However, companies do use frameworks all the time. And I think we are right now in a moment where most of the companies are setting these frameworks with metrics and targets. And it's going to be very important that we are able to have visibility of this, to be part of this, to really understand how you as an individual belonging to a group of people in a business unit, of a business group, of a big corporation, is contributing a certain amount of energy demand, and how that target is minimized year after year. And what are the projects, the initiatives? How do we need to change our collective behavior in a certain environment to really reach the target? So this is, I think, a very vital step. So far, companies have used, let's say, optional frameworks and recommendations to report these targets and these metrics. But it is more and more the case that companies are using science-based targets that are being tracked. And I think this is a big milestone. And I want to highlight that we at LONGi have been in fact, the first Chinese module manufacturer that set these targets in the climate groups, and that we offer near-term commitments to deliver improvements in our energy efficiency, in our carbon emissions. And well, I think these targets will be something that eventually I want to believe that we all will have this cultural shift to understand that we need to be able to set certain targets, right? Certain targets in behavior, in the way we live, how we create a more sober life from energy point of view. How do we change our preferences for transportation? And how all this becomes part of our core life, right? The same way we know we need to be using Obama's words yesterday, again, another very nice message. The same way we learned from the very beginning of our life that we need to be kind and be useful, how do we learn to be sober? How do we learn to be efficient? This takes time, and this is really generational efforts.
That's why, again, to close the loop, I think companies, private companies or public companies, as a collective group of individuals, play a very vital role to accelerate the behaviors that we develop. And I'm sorry because you have a lot to... That's okay. That's okay, because je pense de toute façon que la majorité a compris. Je vais partager quelques idées d'un angle un petit peu différent. Une compagnie, une entreprise, Longi, qui se focalise sur les usages collectifs d'énergie. On est dans la manufacture, la production ou transformation plutôt dans le solaire. Ça fait 24 ans qu'on existe. Nous sommes... et comme ça a été déjà dit, c'est critique l'énergie solaire dans les années à venir. Donc j'ai beaucoup insisté là-dessus. C'est où que j'ai payé l'interprète. Et puis, ce que je souhaite faire c'est ici, ma première page, excusez-moi. Expliquer comment nous, on est un amplificateur d'énergie verte, parce qu'on a besoin de 0,4 kWh d'énergie pour produire 1 watt dans un module, et qu'ensuite on arrive à 45 kWh sur, si je ne me trompe pas, c'était 30 ans que vous avez mentionné, oui. C'est-à-dire qu'on multiplie par 100 en fait l'énergie qui est produite. J'espère avoir bien traduit, Hugo. Super. Très bien. Et donc cette notion d'amplifier l'énergie durable, verte, et puis ceci nous fait penser ensuite, c'est notre métier de travailler là-dessus, c'est que nous avons besoin de nouveaux cadres, des cadres qui sortent du modèle économique basé sur on a besoin de produire plus pour plus de demandes, parce que maintenant on n'est pas dans une dynamique de plus de demandes, au contraire. Je ne sais pas si je traduis correctement la partie demande. Est-ce que vraiment c'est sur la demande? Mais c'était, je crois, que vous acquiescez le terme demande. Et puis j'étais revenu là-dessus. Oh, non. Merci Gilles de m'avoir fourni du papier. J'avais oublié que j'allais faire la traduction. Mais disons que ces cadres, j'imagine que ce n'étaient pas des cadres réglementaires, c'est plutôt des cadres de modèles économiques, sur lesquels c'est difficile dans la vie individuelle, pour les individus. En revanche, les entreprises peuvent jouer un rôle très important dans le fait de fixer ces cadres, parce qu'on est dans le collectif, et d'ailleurs entreprises privées comme entreprises publiques. Et que là-dessus, au sein du groupe, il faut quand même parler d'objectifs dans le changement de nos comportements, quel que soit le type de comportement, que ce soit dans comment on se déplace, comment est-ce qu'on consomme, etc. Des objectifs d'efficacité énergétique, mais que c'est similaire, et c'est similaire, pas même, et c'est similaire, si je fais l'analogie avec ce qu'a dit Barack Obama hier soir sur être gentil, kind et useful et utile, c'est aussi maintenant une trajectoire vers être plus sobre, être plus efficace, efficient. C'est vrai que le mot efficient, il y a un petit problème de translation, là, de traduction, parce qu'on peut soit vouloir dire efficace ou efficient. Il y a une différence quand même en français. En tout cas, c'est aussi un peu générationnel. Et donc, pour un petit peu clôturer l'intervention, j'ai synthétisé, je vous prie de m'excuser, mais c'est vital que les entreprises jouent ce rôle dans cette accélération de l'adoption de nouveaux modèles, et donc vers plus d'objectifs dans la sobriété et l'efficacité. J'espère que j'ai été plutôt correct dans... Merci, je ne sais pas si j'ai été parfait, Gilles, mais en tout cas, j'ai fait de mon... Ou non, c'est vrai, il a parlé de « better is good ». Parce que je me permettrais de dire, dans un objectif, certes, d'un contexte un peu anxiogène, changement climatique, des difficultés de répondre à nos besoins du quotidien, Barack Obama disait quand même, faire mieux, c'est quand même bien, au lieu de se dire, on se range dans un certain, pas de l'éco-anxiété, ça n'a été pas dit explicitement, mais better is good, et worse, c'est par contre très possible. Donc allons vers cela. J'ai fait de mon mieux, Hugo Fernandez. En tout cas, n'hésitez surtout pas si vous voulez lui poser des questions pour préciser ses propos. Je vais faire ça maintenant d'ailleurs. Je vais vous poser la question
je vais lancer les questions avec la salle parce que vous êtes nombreux, vous êtes venus juste après le déjeuner, on a des super intervenants. Moi, j'ai pas envie de monopoliser la parole. On va tourner le micro, on va prendre les questions par 3. Je vous remercie de votre participation. Ne soyez surtout pas timide. Qui souhaite poser une question ou faire un commentaire à nos 4 panélistes? Les mains levées, je sais qu'il va y en avoir. Ah bah non. Alors, je m'attendais à être juste à côté. J'ai fait le dialogue sur l'agrivoltaïque. J'en pouvais plus là. Il fallait 5 micros. Oui, merci monsieur. Je me dirige vers le fond de la salle. Non, vous êtes en train de remettre votre manteau. D'accord. Quelqu'un d'autre? On va commencer avec monsieur. Ça va encourager les autres questions. Bonjour, Sassan Milayan, Société WhatsApp. J'ai une question pour vous par rapport à, ça a été évoqué un peu partiellement, sur l'histoire de tarification d'énergie, l'impact sur l'usage. Je pense que c'est très important. On voit qu'effectivement, ça a été évoqué, que l'usage change selon les tarifications. Et on sait que les énergéticiens, ils ont aussi des impératifs de comportement des usagers. Et les deux, on peut les piloter, on peut les amener de l'intelligence dans l'usage. Et ça, je voulais connaître votre avis, tous les 4, ou chacun que vous désigniez. Voilà. Très bien. Une question usage, tarification. Est-ce qu'il y a des questions sur des usages encore, que ce soit déplacement on a beaucoup parlé aussi de piloter la digitalisation. Comment vous voyez ça? Ah, pardon, excusez-moi. Une deuxième question et après on lance. Bonjour, Rémi Béra, école d'ingénieur, école polytechnique féminine. J'ai une question par rapport aux usages du comportement. Pour vous, quel est l'impact de la RSE sur les changements de comportement, notamment d'un point de vue énergétique? Très bonne question. D'ailleurs, votre titre... Il y a une question tout au fond. Ah, pardon. Ouais, tu le refais le chemin. Gilles Vermeau-Desroches, votre titre, c'est développement durable ou RSE ou citoyenneté? Citoyenneté. Oui, citoyenneté. Très intéressant. Qui avait levé la main ici? Merci. Bonjour, alors, je suis désolée, je n'étais pas là au début de la présentation, mais ma question, elle porte sur le prix de l'énergie. Moi, je travaille chez Enercop Midi-Pyrénées et on développe de l'autoconsommation collective. Et je me pose la question, je n'ai pas la réponse, est-ce que le fait de donner accès aux participants à une énergie à un prix qui va être fixe sur 20 ans, mais du coup, qui est quand même moins que le prix de l'énergie du marché, en fait, je me questionne... est-ce qu'on a des études sur les effets rebonds que ça peut avoir et sur le fait que finalement, ils ne vont pas être sobres, mais ils vont, quand il y aura un grand soleil, ils vont consommer plus d'énergie. Très bien, parce que c'est complémentaire avec la question de monsieur sur la tarification. Donc, une question sur les effets rebonds, effectivement. Je reviens ici, mais celles et ceux qui veulent répondre, allez-y, je vous en prie. On a une question sur tarification, même 2. Effet rebond, c'est le bis. Et puis, la deuxième question, je l'ai oublié, excusez-moi. Si on regarde... Oui, si on regarde en France, il faut surtout qu'on déconsomme de l'électricité ou de l'énergie pendant 1000 heures. Vous l'entendez bien? En France, il faut surtout qu'on déconsomme de l'énergie pendant 1000 heures, qui sont les 1000 heures de pic, c'est-à-dire à peu près 3 heures par jour. C'est pas 3 heures tous les jours comme ça, mais en gros, pendant ces 1000 heures, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 3/4 des émissions carbone de l'électricité française pendant les 1000 heures. Si pendant les 1000 heures de pic, où on fait appel à des électricités complémentaires françaises ou étrangères, on arrivait à déconsommer. C'est pour ça que le frigo est une bonne idée, parce que si juste avant le pic, on baisse la température du frigo, il ne va pas se lancer pendant les 3 heures du pic et on aura déconsommé. Si Carrefour fait ça, c'est probablement, et tous les autres, la meilleure contribution qu'ils auront à la transition énergétique. Faire en sorte que pendant l'heure du pic, ils ne consomment pas. Comme quoi, on voit que ce n'est pas seulement une question de réduction, c'est une question un peu d'intelligence de la réduction. Il faut de toute façon, réduire. Tout ce qu'on n'aura pas consommé, c'est les meilleurs électrons. Mais juste, quand on va réduire, le premier problème, c'est celui-là. Deuxième sujet, maintenant qu'on a Linky et qu'on a donc un compteur communicant, Linky va pouvoir apporter en même temps que l'électricité le signal, par exemple, du niveau carbone ou du prix de l'électricité si tout à coup demain on décide que le prix de l'électricité est lié au niveau carbone. Et vous avez une application Schneider ou d'autres dans lequel on va pouvoir dire à ce prix-là, il y a tel ou tel usage qu'on ne va pas utiliser. Donc je pense que c'est ça dans le monde dans lequel on rentre. Troisième point, il y a des enquêtes très intéressantes en France pour se demander pourquoi les Français sont pas si efficients que ça en énergie.
Et alors on a découvert, et ça répond aussi à la question du prix un peu, que quand des gens ont des panneaux photovoltaïques dans leur maison, ils sont beaucoup plus efficients. Parce que c'est un jeu. C'est le jeu de se dire combien je produis et combien j'économise. Au fond, à part pour les gens qui sont en précarité énergétique, le prix de l'énergie, c'est pas si douloureux que ça. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que si on est honnête ici, regardons-nous, exactement combien ils payent d'électricité et d'énergie par an. Voilà. Pas tant que ça. On a une idée globale, mais on n'a pas une idée très très précise. Et donc quand on n'a pas d'idée précise, c'est qu'on n'a pas tant mesuré que ça, c'est qu'on ne sait pas très bien, qu'on n'a pas dit qu'on serait efficient de ce côté-là, etc. Si tout à coup on met des panneaux, on va avoir un système qui dit tiens, ton panneau il a produit ça, ça fait 5%, 10%, 15% de ton énergie, et on sait montrer de manière académique que ça construit un jeu qui permet aussi d'être efficient, parce qu'on rentre dans une logique qui est intéressante. Donc le prix, ce n'est pas une question à elle toute seule. Il me semble que le prix doit demain bien plus s'adapter qu'aujourd'hui au signal carbone pour apprendre à être efficient à ce moment-là. C'est vrai que l'efficacité énergétique, elle a besoin d'un peu d'intelligence d'usage pour ne pas produire partout des effets rebonds. On dit souvent quand on a mieux isolé sa maison, par exemple, eh ben, plutôt qu'être à 19, on met à 21, ça coûte le même prix. Et voilà, ça c'est un effet rebond. Il y a un autre effet rebond. On a fait des routes en Ile-de-France et il y a une étude très intéressante qui montre que, au fond, ça permet aux gens de toujours mettre ce qu'ils acceptent entre une demi-heure et 3/4 d'heure entre leur domicile et leur bureau. Et donc, ça n'a pas réduit grand-chose. Ça a permis d'aller habiter plus loin pour avoir le même temps, etc. Donc, il faut faire question à ces sujets-là. Et ces sujets-là, c'est dans le titre, c'est la question du comportement. Et donc, c'est hyper important de, par le digital, franchir la nouvelle étape qui est celle d'apporter de l'information puisqu'elle elle peut être disponible et elle peut être efficace. Voilà. Et puis, puisqu'on est sur un nouveau plan, c'est vrai que demain sera beaucoup plus local, je le pense aussi. Et il existe une entreprise, c'est pas Schneider, mais on est investisseur de cette entreprise qui s'appelle Okra Energy, qui fait ce qu'on appelle, peut-être que certains d'entre vous qui n'êtes pas spécialistes du sujet, vous entendez ça pour la première fois, du mesh grid. Le mesh grid, c'est quand, dans un village, chacun a son installation, mais il est connecté à ses voisins. Et puis, on utilise son énergie, et quand on n'en a pas assez, on prend celle du voisin, suivant des équilibres qui se font par un soft adapté. Puis à la fin, chacun paye ce qu'il a pris au voisin, etc. C'est une nouvelle forme communautaire, complémentaire d'autres formes. Et probablement que dans beaucoup d'endroits, singulièrement dans les pays qui aujourd'hui manquent encore d'électricité et d'énergie, ça sera une innovation pour demain. Les 30 ans qui viennent ne mettront pas sur le marché les solutions qu'on a aujourd'hui. Il faut mettre sur le marché les solutions d'aujourd'hui pour que dans les 30 ans qui viennent, il y ait des innovations drastiques qui changent complètement le landscape de l'énergie. Marie Roslo, peut-être que vous voulez rebondir, peut-être aussi sur la question de la RSE, je ne sais pas si c'est... Je vous en prie. Peut-être moins. Je voulais juste, avant de prendre les questions, rebondir sur ce que Gilles a dit tout à l'heure, sur le fait que l'électricité était l'énergie de demain. Je suis tout à fait d'accord. C'est la deuxième. La première étant les économies d'énergie. Et il faut rappeler la base quand même que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas et qu'on ne produit pas. Sur l'histoire des effets rebonds, alors j'ai pas à ma connaissance d'études qui vient chiffrer spécifiquement l'impact d'un prix d'un prix de l'électricité, en particulier du photovoltaïque, quel effet sur les comportements et en effet les effets rebonds, mais quand même pour vous donner quelques heures de grandeur, à l'échelle européenne, entre 2000 et 2022, on a fait 20% d'économie d'énergie. Donc si on regarde le verre à moitié plein, on peut se dire waouh, trop bien. Mais en fait, quand on regarde comment ça se traduit sur l'énergie finale est restée quasiment stable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces économies d'énergie ont été en grande partie annulées par d'autres effets qui sont des effets d'activité et des effets comportementaux. Donc voilà, juste pour fixer quelques ordres de grandeur. Sur le pilotage des bâtiments et de l'équilibre production-demande, oui, un des freins à l'efficacité énergétique, en effet, c'est l'information. Donc plus on donne de l'information aux consommateurs,
évidemment, ça va aller en faveur d'un comportement plus efficace. Sauf que, encore une fois, et le propos, c'est pas du tout de remettre en cause ces technologies, mais c'est peut-être d'y aller avec discernement. Raisonnons empreinte, en fait. Il faut regarder l'empreinte de vos terminaux. Ça va demander des réseaux. Je sais qu'Enedis revoit tous les ans ses plans de raccordement au réseau électrique, puisque ça double à chaque fois, ils ont du mal à suivre. Ça va demander des data centers. Donc quels sont finalement les impacts sur les autres limites planétaires, l'eau, l'usage des sols, matériaux, ressources, etc. Voilà, c'était pour nuancer un petit peu. J'ai peut-être dévié un peu des questions, pardon. Non, je vous en prie. Oui, Thierry, Ouais. je vous en prie. Pour revenir sur les tarifs, oui, les tarifs, ça va devenir très important. Alors en France, on n'a pas beaucoup de fournisseurs d'énergie à tarifs variables. Il faut savoir que sur l'Allemagne et l'Autriche, par exemple, la majorité des fournisseurs d'électricité sont à tarif variable horaire. C'est-à-dire que vous savez la veille à 14 heures combien vous allez payer heure par heure le lendemain votre électricité du réseau. Donc si votre système est capable, à partir de ces variations, et ce tarif, il est complètement lié au marché EPEC-Spot. Si vous savez à l'avance, et si votre système sait à l'avance quand l'électricité va être chère, vous allez pouvoir, si vous avez une batterie, et il faut savoir une chose, c'est que la majorité des gens qui s'équipent en photovoltaïque en Allemagne, en Autriche, en Suisse et même en Italie, s'équipent aussi de batteries. Ils vont pouvoir gérer le décalage d'utilisation de la batterie au moment où l'électricité est chère. Et donc ça va être cette prise en compte du tarif électrique qui va faire, par une utilisation intelligente de votre système de production, stockage, que vous allez influer sur votre facture d'électricité. À titre d'exemple, l'année dernière, dans le courant de l'été, les variations de tarifs horaires sur un pays comme l'Allemagne, sur certains fournisseurs en Allemagne, étaient de 1 à 10. Hein, le pic de 19h et le pic de 7h du matin, par rapport à la production de midi, à l'électricité de midi, il y a des jours où c'était de 1 à 10. Donc là, le management de l'usage en fonction du prix, les utilisateurs finaux, ils y voient un intérêt. Est-ce que quelqu'un veut répondre sur la question de la RSE, par contre? Parce que je sais pas, j'ai trouvé intéressant. Est-ce que votre question était dans le sens de la RSE comme politique globale, la RSE comme une pression au sein de l'entreprise? Parce que je crois que ce qui a été intéressant, vous avez tous un peu parlé de l'entreprise, et je vais me permettre à Hugo Fernandez de revenir dans la discussion, parce que vous avez parlé du rôle de l'entreprise. Can you talk about CSR in your company? Is it something that's explicit, the CSR policy? And does your company really make an importance on being committed to sustainability in the company? Do you think that company, when you talked about the role of a company in changing behavior change, do you think companies that don't do that won't exist in 5-10 years? I believe they will struggle. They will struggle for two reasons. One is because of the regulatory framework is quickly changing, and we come from years where there was this concept called greenwashing that became very popular. Greenwashing basically means when companies report their ESG efforts along with their financial reports every year, typically blue chips, multinational companies, companies that are required to audit their financial results, but who were not really providing too much details about those ESG efforts around sustainability and corporate governance. Today in Europe, we are already in 2024 initiating a new era where companies will have to audit their ESG numbers pretty much in the same way as the financial results were audited. So that means that companies will have to be really, really strict, will have to really provide information, will have to allocate a lot of resources internally
to provide this information and then to comply with it. So that's why I think at the European level, the new directives approved by the European Commission will make it difficult for companies, starting from the multinationals, but really moving down the ladder to mid-sized companies. So this is where it's going to make a real difference, right? Because we know that the real economy is driven by small and medium-sized companies pretty much everywhere in Europe. And these companies will have to follow these directives, will have to abide, will have to adjust. So in that regard, a company like LONGi, to your question, is fully committed with clear ESG targets, with a very well-defined governance system. So the governance of ESG is probably the most important factor for companies to succeed. It means that they need to have clear hierarchy of how the strategy, the management, and the execution of the ESG plans are organized, and how the top-down is really successful. How it's not only just a top management decision or idea or a strategy, but how it is really going down to all the business unit, to all the operational functions. I mentioned before, LONGi has publicly committed and follows several frameworks like Science-Based Target Initiative, and some others like RE100, which is a very exciting initiative that many companies are signing up to be 100% using renewable electricity by 2030. The use of electric vehicles, also committing to having that, and very important, another initiative called PE 100, which will require to have energy management systems approved in every single operational hub, no matter it's a manufacturing plant or a business operation hub. And the role that we play in the value chain is going to be critical, because our customers and their customers will have to have the entire visibility of this value chain. So that's where the connection happens, and that's where it's hard to run away. And going back to the question, it's hard in the future to really operate your business if you're not able to provide traceability of your upstream and collaborate with your downstream in the value chain. So I think this is, I mean, we are right now in a tipping point where many companies will not survive. And in our company, our ESG manager, the one sentence that he always reminds us, because this is how the company is really operating today, is that ESG is no longer managed by the marketing departments, by the brand management departments. This is business operations. It means it's our day-by-day business. And this is the paradigm shift. This is where the change really happens. Thank you. I'm going to translate. You can take over afterwards. I just want to make sure I don't, because those were several pillars of your speech just now. Il y a des raisons réglementaires déjà qui font que l'ESG, le environment. D'ailleurs, la traduction de ESG, on en a une. C'est Environmental Social Governance, la gouvernance sociale. CSR. CSR. Donc la RSE en français. Oui. D'accord. Voilà, mais c'est pour ça que j'hésite, parce que CSR. Oui, mais vous avez compris, gouvernance environnementale, sociale, et les entreprises vont devoir continuer à s'adapter. Et là, le cadre réglementaire continue de les pousser à le faire. Le greenwashing, il est de plus en plus scruté. Et puis, de manière de plus en plus sophistiquée, l'extra-financier doit être à la fois audité mais reporté. En plus
de tout ce qui est environnemental et social. C'est plutôt l'inverse, et l'environnement social doit être de plus en plus audité, comme le financier. Longi est très engagé pour les objectifs ESG, plusieurs exemples de pratiques internes et de choses qu'on essaie de préconiser en externe, notamment l'usage de véhicules électriques. La hiérarchie évolue vers l'ESG qui remonte et les préoccupations RSE qui remontent. Et en même temps, ce qui est très important, c'est que dans une approche du haut vers le bas, c'est un travail quand même d'irrigation de tous les business units. Belle traduction, business unit, unité, on va dire, les départements de l'entreprise, d'intégrer justement ces objectifs, et notamment les science-based targets. C'est ça que j'ai loupé dans sa première intervention, et ça, je ne sais pas comment traduire non plus, les science-based targets. Ça se traduit comme ça. Ça se traduit comme ça. Ouais. Voilà, c'est super, parfois on a tous les mots qu'il faut, des objectifs ancrés dans la science, mais en tout cas, le rôle devient de plus en plus clair de l'ESG et de plus en plus important pour les entreprises, parce que contrairement à il y a quelques années, c'était les services marketing et communication qui étaient en charge de l'ESG et de la RSE. Aujourd'hui, c'est vraiment plutôt les personnes et les secteurs de l'entreprise en charge de l'opérationnel et le développement économique, démontrant ainsi que les entreprises prennent de plus en plus au sérieux sur le plan de leur rentabilité et leur profitabilité les questions de ESG. Et nous sommes sur un point de bascule. Si les entreprises n'évoluent pas vers cela, il y en a plusieurs qui vont disparaître. Moi, je dirais 3 choses. Schneider Electric s'est donné tous les 3 ans de diminuer de 10% sa consommation énergétique depuis 2008. Alors la première fois, ça a été assez facile, puis après on s'est dit qu'on n'y arriverait jamais. Et puis finalement, au cœur des 200 usines dans le monde, la manière de produire, etc., on y est arrivé tous les 3 ans. Donc il y a là une dimension qui est possible, premier point. Deuxième point, je peux attester ce qui est dit et le contraire. Ce qui est dit, à nouveau, la croissance assez importante du chiffre d'affaires de Schneider Electric et la croissance de son activité Sustainability Services, c'est-à-dire comment on accompagne des entreprises dans leur chemin vers la neutralité carbone, puisque c'est le métier de mon entreprise. Et donc, il y en a de plus en plus qui rentrent dans cette démarche, alors même que l'énergie n'est pas le point central de l'entreprise et qu'elles ont bien considéré que c'était utile. Mais je veux dire aussi autre chose assez inversée. En France, on est un pays très régulé, très réglementé, et dès qu'on fait un bâtiment tertiaire de plus de 2500 m², il doit avoir ce qu'on appelle une GTB, c'est une gestion technique du bâtiment. C'est un produit qui se programme pour consommer le moins possible. L'année dernière, on a tous eu peur, pour des raisons suite à la guerre, et on est rentré dans les logiques de sobriété, et on a vérifié que probablement de 80 à 90% des GTB installés ne sont pas utilisés et pas monitorés, pas utilisés et n'ont pas été programmés. Voilà. Et c'est pas beaucoup différent aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut dire à la fois qu'il y a des entreprises, surtout les grandes, très regardées, qui rentrent dans des chemins de neutralité carbone, et probablement aujourd'hui que leur impact le plus important sera d'y faire rentrer leurs fournisseurs dans une logique de chaîne de valeur, et que c'est pas parce que dans la réglementation on impose un certain nombre de produits, par exemple pour réglementer et programmer la consommation énergétique aux fins d'accroître l'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires, que c'est utilisé. Et on voit bien qu'on revient au titre du sujet, que ce soit individuellement dans les familles ou dans les entreprises, la question comportementale est clé. La question comportementale est clé. C'est une très bonne très bon début de tour de conclusion, si je peux me permettre, Gilles. Je vais me tourner vers nos 3 autres intervenants pour juste faire une petite conclusion rapide pour arriver à la fin de cette discussion, que je vous invite à poursuivre en aparté aussi avec nos intervenants autour d'un café. C'est le but de ce Power Summit. Madame Rousselot, Marie Rousselot, est-ce que vous voulez donner un mot de conclusion concernant votre analyse des enjeux comportementaux et usages? Oui, on a déjà dit pas mal de choses. Peut-être le mot de sobriété est revenu à plusieurs reprises.
Il y a un frein encore assez fort finalement au développement de comportements vertueux touchant à la sobriété, même deux. Donc le premier, je l'ai un petit peu mentionné, c'est qu'on a tendance à limiter la sobriété au strict périmètre énergétique. Or, on vient toucher à l'ensemble des limites planétaires. C'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Et puis après, il y a toute la question du narratif qui va autour de la sobriété. Et ça dépend aussi auprès de quels acteurs. Parce qu'il y a eu une enquête de l'ADEME qui est sortie il n'y a pas longtemps sur les modes de vie et la sobriété, où ils ont enquêté auprès de ménages. Et les résultats qui sortent sont assez paradoxaux. Finalement, la notion de sobriété a une perception, les ménages en ont une perception assez positive. Ils sont convaincus à plus de 80% qu'il faut changer nos modes de consommation et mettre en œuvre une société plus sobre. Mais ils sont que 20% à se sentir concernés par cela. Bon, voilà. Donc, a priori, les gens sont partants, mais quand même à prendre avec des pincettes. Le narratif le plus compliqué, je pense, c'est à trouver auprès des acteurs privés et des entreprises. Parce que si vous dites le mot de sobriété, voilà, dans les entreprises du CAC 40, vous avez l'impression de dire un gros mot, en fait, de faire du militantisme, de l'obscurantisme. Or, c'est pas du tout du dogmatisme de dire que la sobriété présente, et ça c'est les scénarios de transition de l'AIE, d'Enerdata, de ADEME Transition 2050, qui montrent qu'il y a un gisement extrêmement important sur des comportements plus sobres. On peut aller jusqu'à 30% de réduction des consommations d'énergie à 2050 en misant sur des comportements plus sobres. Donc c'est vraiment de la science. Et donc pour les entreprises, peut-être le prendre sous le prisme de revoir un petit peu leur modèle d'affaires. Peut-être qu'elles réduiront leur chiffre d'affaires dans les prochaines années, mais peut-être que ça leur assurera d'être encore là dans les 20 prochaines années. Et puis peut-être aussi commencer à réfléchir sur le partage de la valeur. Finalement, quel intérêt ont-elles à encourager les utilisateurs à faire de la sobriété? Merci. Est-ce que je peux juste vous donner deux phrases, Thierry Arnaud, et je ferai pareil avec Hugo? Deux phrases, oui. On m'a fait un signe comme quoi il fallait qu'on libère la salle. Oui, deux phrases. Juste une chose par rapport à la sobriété, pour qu'on se rende compte qu'on est sobre lorsqu'on a un indicateur de sa sobriété. Et ce qu'on a constaté, nous, au début, on monitorait des installations. Maintenant, on monitore 1 500 000 installations dans le monde. Et ce qu'on voit, c'est que ce qu'on a constaté dans le temps, c'est que les gens qui avaient accès à leur information de consommation, dès qu'ils y avaient accès, ils se mettaient à consommer moins. Hugo Fernandez, can I give you 2 sentences as a last intervention before we free the room? Yeah, so just to sum up, I think it's important to look at sobriety as around the risks and the opportunities that it creates. I think these two things should always be analyzed together. There is always a risk to change. There is always an opportunity. And this, I think, applies at the individual, collective, corporate or country level. So it's a mindset that we need to set to always look at risk and opportunities. Vous avez bien compris, mais c'est une belle façon de conclure aussi pour moi. Donc la mentalité de percevoir pas juste évidemment les coûts ou les risques dans un changement de comportement, mais surtout les opportunités. Merci Thierry Arnaud, Hugo Fernandez, Marie Rousselot et Gilles Vermeau-Desroches. Vous avez été super, merci à vous et très bon Power Summit.